Télé 50, simplement congolais. Le parquet national antiterroriste français a annoncé l'ouverture d'une enquête de flagrance contre X pour meurtre constitutif de crimes de guerre après la mort d'une humanitaire française de l'UNICEF à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a annulé 50 contrats de sous-traitance conclus irrégulièrement par la société Port Autonome de Matadi. Et puis présidentielle au Congo-Brazzaville, les électeurs de la République du Congo s'apprêtent à se rendre aux urnes dimanche 15 mars. Les militaires, eux, ont voté jeudi alors que la campagne électorale prend fin ce vendredi. Denis Sassou Nguesso, président depuis 41 ans et candidat à sa propre succession. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. 2 jours après la mort d'une employée humanitaire française de l'UNICEF tuée lors d'une frappe aérienne dans l'est de la République démocratique du Congo, la justice française a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre. 2 civils avaient été également tués dans cette attaque dont l'origine reste toujours inconnue. La République française veut rendre justice à l'employé humanitaire de l'UNICEF tué lors d'une présumée attaque aérienne survenue dans la ville de Goma sous occupation rebelle. C'est le parquet national antiterroriste français qui a annoncé l'ouverture d'une enquête de flagrance contre X pour meurtre constitutif de crimes de guerre après la mort de la Française. Les investigations confiées à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité de la gendarmerie nationale devront éclaircir les circonstances de commission des faits et tenir informés les proches de la victime. L'attaque n'a été revendiquée par aucune partie au conflit. Ces enquêtes annoncées par la France interviennent après celles déjà enclenchées par Kinshasa qui a déclaré que les circonstances exactes des incidents, notamment l'origine des explosions, font actuellement l'objet d'enquêtes par les services compétents en vue de faire toute la lumière sur les faits. La mort de Karine Bouissé a suscité des réactions au sein de l'opinion publique internationale. Les États-Unis ont dénoncé une attaque inacceptable, appelant toutes les parties à respecter leurs engagements sans citer le coupable. Pendant ce temps, l'opposition congolaise, elle aussi, a réagi par le canal de Jean-Marc Kabonde. Je cite, « Il est temps d'isoler l'agresseur, le Rwanda, en ouvrant un dialogue politique inclusif où les fils et filles du Congo se parleront, se pardonneront et se reconstruiront la cohésion nationale afin de préserver ce que nous avons de plus cher, l'intégrité territoriale de notre pays et la dignité de notre peuple », a déclaré l'ancien haut cadre de l'Union sacrée. En bref également, les sites miniers de Mouchacha et Mavuvu situés dans la chefferie des Bombo, territoire de Mambasa, sont visés depuis mercredi par des attaques d'hommes armés. Non autrement identifiés. Des habitants et exploitants miniers ont fui leur maison, certains contraints de passer la nuit à la Belle Étoile. Le gouvernement provincial n'a pas encore dressé un bilan officiel. Et puis les questions de la sécurité dans la partie est de la RDC, celles liées au phénomène Mobondo et le banditisme urbain communément appelé Kuluna, préoccupent la synergie des organisations de la société civile lors d'une rencontre d'évaluation. Elles ont abordé la question notamment sur le plan socio-économique, sécuritaire et surtout sur le plan des droits humains. Regardez.
L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a annulé 50 contrats de sous-traitance conclus irrégulièrement par la société Port Autonome de Matadi, une décision qui promeut la vraie classe moyenne en RDC et qui fait suite au contrôle de conformité réalisé par les inspecteurs de l'ARSP au sein de cette entreprise portuaire au mois de novembre 2025. Le contrôle des finances publiques connaît un tournant décisif avec notamment le déploiement des plus de 120 inspecteurs à travers le pays. L'annonce est de l'inspecteur chef de service de l'IGF. Il a dit à l'issue d'une séance de travail. L'inspection générale des finances intensifie sa présence sur le terrain. 74 missions de contrôle, d'encadrement et de contre-vérification sont déployées sur toute l'étendue de la RDC. L'IGF entend consolider l'appui et l'encadrement des régies financières dans l'effort national des mobilisations des recettes de l'État. Le chef de service de l'inspection générale des finances, Christophe Bitassimwa-Bahi, décrit la nature de ces missions en termes d'accotoir à la mobilisation des recettes de l'État. Oui, c'est une mission qui va prendre pratiquement le 2/3 de nos effectifs, un peu plus de 120 inspecteurs de finances. Les autres étant déjà pris dans la formation, comme vous le savez. Ce trimestre, nous l'avons dédié à 2 activités principales. Le renforcement des capacités de nos ressources humaines et en même temps une partie des effectifs et au travail. C'est un rythme que nous allons soutenir tout au long de l'année, tant que ça sera nécessaire. On demande à ce que les services concernés puissent accueillir les inspecteurs des finances comme d'habitude avec les régies financières. Il ne s'est jamais posé de problème. Nous voudrions davantage non seulement que les gens travaillent lorsque l'inspection est sur le terrain, mais nous serions contents que même lorsque les inspecteurs des finances lèvent les pieds, que le travail continue à se faire normalement. Plus de 120 inspecteurs des finances mobilisés, 74 points de contrôle visés, 3 principales régies financières ciblées, les entreprises privées en ligne de mire, c'est le cas de le dire, les recettes de l'État pour l'année 2026 sont tenues à l'œil par l'IGF. Poursuivant leur mission spéciale mixte, la délégation du Fonds national d'entretien routier et celle de la Direction générale de douane et accises ont tenu mercredi une séance de sensibilisation à l'hôtel Vivi Palace au Congo central. Venus de Kinshasa, ces experts dépêchés pour une perception efficace des recettes passent par la sensibilisation et la vulgarisation. Cette rencontre a réuni les agents de la DGDA, du FONER, ainsi que les membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC et autres structures partenaires. Elle a porté sur l'application effective de la perception de droits de péage sur les véhicules à immatriculation étrangère prélevés lors de l'accomplissement des formalités douanières au point du FONER. La séance a été conduite notamment par les directeurs financiers du FONER, chef de mission Katumbwe Lumbanga Laedi, ainsi que par Regina Bibo de la DGDA venue de Kinshasa. L'objectif de cette mission mixte à Matadi dans le Congo central est de s'assurer de l'effectivité de la perception de ces droits afin de renforcer des recettes destinées à l'entretien du réseau routier. Nous avons été très contents sur cette activité de ce jour pour la sensibilisation, la vulgarisation et le droit de péage de véhicules à immatriculation étrangère. Nous avons été très contents, la commission s'est articulée sur 3 différentes redevances que les membres de la FEC doivent payer au FONER. Le directeur financier du FONER et chef de la délégation s'est réjoui de son côté pour l'accueil réservé à la mission ainsi que l'accompagnement des partenaires locaux. Nous avons été très bien accueillis, la réception était optimum. Donc nous pensons que nous sommes venus dans un environnement où la compréhension est réciproque. Nous sommes en train de nous comprendre et ce qui est encore plus important, c'est l'accompagnement. La FEC s'est engagée à continuer à nous accompagner dans la perception de la redevance FONER. L'inspecteur a également remercié la FEC pour sa collaboration à encourager la poursuite de cette coopération. L'accueil au niveau de la FEC a été exceptionnel. Nous avons été accueillis et nous avons travaillé dans de très bonnes conditions. Même les débats avaient un niveau très élevé, la compréhension mutuelle et les soucis d'accompagner, n'est-ce pas, FONER et la DGDA dans l'accomplissement de leurs différentes missions a été observé dans les chefs des différents responsables de la FEC.
Et puis, profitant de son séjour de travail à Kolwezi, dans le cadre de la clôture de la 9e réunion tripartite RDC-Zambie-HCR, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a présidé jeudi dans la salle des conférences du nouveau gouvernorat une importante réunion de sécurité élargie. Cette séance a connu la participation de la gouverneure de province du Lualaba. La salle des conférences du luxueux nouveau gouvernorat de la province du Lualaba a abrité jeudi 12 mars 2026 une importante réunion du Conseil de sécurité présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières. Cette séance stratégique était consacrée à l'évaluation de la situation sécuritaire dans l'espace Grand Katanga pour le premier trimestre de l'année 2026. Autour de la table figuraient plusieurs autorités provinciales de la région, notamment la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe-Choula, ainsi que le gouverneur intérimaire du Haut-Lomami, Mwenze Wakadilo Rouzel. Ensemble, ils ont passé en revue les différents défis sécuritaires auxquels font face les provinces de cet espace stratégique de la RDC. Selon Jacquemain Chabani-Louko, ces rencontres constituent un cadre essentiel d'échange et de coordination entre les autorités nationales et provinciales. Elles permettent, a-t-il souligné, de suivre de près l'évolution de la situation sécuritaire et d'adopter le cas échéant des mesures appropriées pour garantir la stabilité et la paix dans l'ensemble des provinces du Grand Katanga. Le compte-rendu de cette réunion a été présenté par la gouverneure de la province haute, Marie-Thérèse Masuka Saini, qui a salué l'initiative du gouvernement central visant à renforcer la coordination sécuritaire entre les différentes provinces de l'espace Katanga. Il a été important de pouvoir travailler sur la sécurité de l'espace Katanga, ce qui se passe sur le plan sécuritaire, social, politique. Voilà, nous avons essayé, en donnant la situation de chaque province, et prendre des résolutions ainsi que des recommandations afin de maintenir l'ordre dans l'espace Katanga. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'itinérance entamée par le vice-premier ministre Jacquemain Chabani à travers les provinces, avec pour objectif d'évaluer de manière approfondie la situation sécuritaire sur le terrain et de prendre des mesures préventives face aux menaces susceptibles de compromettre la paix et la stabilité dans le Grand Katanga. À travers ce Conseil de sécurité, les participants ont également fait le point sur les efforts déjà déployés pour maintenir la sécurité dans cette région, tout en identifiant les défis à relever dans les mois à venir. Les échanges ont en outre permis d'explorer les pistes visant à renforcer la coopération interprovinciale et à consolider les mécanismes de prévention des conflits. Juste après cette réunion du Conseil de sécurité, les services de sécurité ont présenté au vice-premier ministre Jacquemain Chabani un présumé bandit de grand chemin qui opérait entre le Haut-Katanga et le Lualaba. Cette arrestation est le fruit d'une opération musclée conjointe des forces de sécurité des deux provinces qui vise à démanteler les réseaux de criminalité qui perturbent la sécurité des populations et des opérateurs économiques. Le vice-premier ministre Jacquemain Chabani-Louko a félicité les services de sécurité pour leur travail et a promis que l'auteur de ces actes sera sévèrement puni. Il a également appelé les populations à collaborer avec les forces de sécurité pour éradiquer la criminalité dans l'espace Grand Katanga. L'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA, représenté par son président directeur général, M. Martin Ekanda Odimba, et Africell RDC, représenté par son directeur général, Cory Westeter, ont officiellement signé ce mardi un contrat de partenariat dans le cadre du programme AfriWalk, une initiative visant à renforcer les compétences numériques et l'employabilité des jeunes Congolais. La cérémonie de signature organisée à la direction générale d'Africell a réuni les représentants de deux institutions ainsi qu'une délégation de la coordination des étudiants. Cet accord marque une étape importante dans la promotion de l'innovation et de la formation professionnelle adaptée aux besoins du marché. À travers le programme AfriNetwork, Africell mettra à la disposition des étudiants de l'ISIPA des ressources technologiques, de formation spécialisée ainsi que des opportunités de stage. L'objectif est de créer un pont entre la formation académique et les exigences du monde professionnel, notamment dans le domaine des télécommunications, du développement logiciel et de la cybersécurité. Les étudiants pourront également bénéficier des facilités pour l'accréditation de leur stage académique au sein de l'entreprise selon les besoins et les disponibilités. Dans le cadre de ces partenariats, Africell Impact Foundation s'engage également à créer et équiper un Learning Center au sein de l'ISIPA. Ce centre sera dédié à l'apprentissage numérique, au développement de compétences digitales et à l'accès à Internet
à des fins éducatives, tout en accueillant de formations et ateliers pédagogiques. Pour le président directeur général de l'ISIPA, Martin Ekanda Ondimba, cette collaboration constitue un levier stratégique pour préparer une nouvelle génération de talents capables de contribuer activement à la transformation digitale du pays. Et nous sommes dans ce secteur-là pour former la jeunesse congolaise et surtout les amener à entreprendre. Et ouvrir la porte, je pense que nous montrons l'exemple, nous allons aller dans ce sens-là entre les entreprises américaines, les entreprises congolaises, avec nous au niveau des institutions pour la formation de cette jeunesse-là qui va piloter, prendre ce projet à bas les corps. De son côté, le directeur général d'Africell, Cory Webster, a réaffirmé l'engagement de son entreprise à soutenir l'éducation et l'innovation locale, soulignant que cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'entreprise de connecter les communautés et de stimuler la croissance économique grâce à la technologie. Le programme AfriNet Work devra bénéficier à plusieurs centaines d'étudiants dès cette année à travers des ateliers pratiques, de conférences animées par des experts et des projets collaboratifs. Ces partenariats illustrent ainsi la volonté du secteur privé et du monde académique d'unir leurs efforts pour bâtir un écosystème numérique solide et inclusif en République démocratique du Congo. Et puis cette brève pour terminer présidentielle au Congo-Brazzaville, les électeurs de la République du Congo s'apprêtent à se rendre aux urnes dimanche 15 mars. Les militaires, eux, ont voté jeudi alors que la campagne électorale prend fin ce vendredi. Denis Sassou Nguesso, l'actuel président, depuis 41 ans, est donc candidat à sa propre succession. On va prendre à présent les rappels des principaux titres. Le parquet national antiterroriste français a annoncé l'ouverture d'une enquête de flagrance contre X pour meurtre constitutif de crimes de guerre après la mort d'une humanitaire française de l'UNICEF mercredi dernier à Goma, dans l'est de la RDC. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a annulé 50 contrats de sous-traitance conclus irrégulièrement par la société Port Autonome de Matadi. En dehors de nos frontières présidentielles au Congo-Brazzaville, les électeurs de la République du Congo s'apprêtent à se rendre aux urnes dimanche 15 mars. Les militaires, eux, ont voté jeudi alors que la campagne électorale prend fin ce vendredi. Denis Sassou Nguesso, 41 ans au pouvoir, est candidat à sa propre succession. Place à présent à la revue de presse. C'est avec Nathan Diamoité qui est déjà avec moi ici sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, Christian Kalangi. Merci de votre présentation, Nathan. Mort de l'humanitaire à Goma, la presse en parle. Exactement, Christian Kalangi. En tout cas, c'est une affaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre et salive dans la presse. Le journal Congo Nouveau, au titre ici, frappe de Goma et mort d'une humanitaire, un dossier embarrassant pour le gouvernement. Ce journal renseigne qu'un drame qui embarrasse aussi le gouvernement. Au cas où les frappes provenaient de l'armée loyaliste, ces risques et des dégâts collatéraux qui représentent la mort de l'humanitaire Karine Bussette pourraient aussi refroidir les ardeurs de l'armée nationale à poursuivre les rebelles de l'AFC M23 jusque dans leur dernier retranchement, alors que fait savoir ce même portail dans un communiqué publié par le ministère de la Communication et des médias. Les autorités congolaises indiquent suivre donc la situation, je cite, avec la plus grande attention et précisent que les services compétents sont déjà à pied d'œuvre pour faire la lumière sur ces événements. De leur côté, même état d'esprit pour la rébellion de l'AFC M23, pointé d'ailleurs à la une du journal exclusif RDC qui révèle que selon des informations non confirmées pour une source indépendante, on laisse entendre que Karim Bussette serait tué pour étouffer les résultats de ces enquêtes de nationalité française, précise
ces tabloïds, elle qui enquêtait au nord et sud Kivu sur les atrocités commises par les troupes de la coalition RDF, AFC, AM23 dans les territoires sous leur occupation. Le journal Forum des As enfonce le clou. Christian Kalonji, pour sa part, en rapportant la manipulation de l'AFC AM23, fustigée donc par l'intercommunautaire du Nord Kivu, a accusé d'ailleurs de récupérer la situation pour éclabousser le gouvernement congolais. Et puis pour terminer, l'affaire Bahati, la classe politique très préoccupée, Nathan. Exactement, Christian Kalonji, c'est un coup politique très dur pour l'un des membres du présidium de l'Union sacrée de la Nation, de Félix Tshisekedi. Le potentiel titre après la volte-face de Bahati, les pro-révisions gagnent du terrain. Ces journaux expliquent qu'en revenant d'ailleurs sur ces propos, les présidents de l'AFC et de l'AFDCA apparaît aujourd'hui fragilisé tant sur le plan institutionnel qu'auprès d'une partie de sa base politique. Pour plusieurs observateurs, ces reculs politiques a non seulement affaibli sa crédibilité, mais il a également contribué à renforcer au sein de la plateforme présidentielle de l'Union sacrée de la Nation les partisans d'une réforme institutionnelle. Dans les coulisses de la majorité, révèle ce portail, certains cadres estiment que l'épisode révèle un climat de prudence, voire même de crainte, où peu des responsables politiques osent désormais s'opposer ouvertement à une éventuelle révision de la Constitution, soutenue notamment par les figures influentes proches de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, l'UDPS. En dépit de son mea culpa, Bahati en disgrâce auprès de Félix Tshisekedi, c'est les titres du journal exclusif RDC qui, selon son tabloïd, face à cet épisode, Félix Tshisekedi adopte donc une attitude prudente, presque distante. Le président de la République semble s'en tenir à une ligne constante, c'est-à-dire éviter de s'immiscer dans les affaires internes des institutions. Cette posture s'inscrit en même temps dans une logique institutionnelle qui revendique régulièrement. Le chef de l'État préfère donc apparaître comme l'arbitre au-dessus de la mêlée plutôt que comme l'acteur direct de conflits politiques internes, une attitude déjà observée dans d'autres épisodes politiques récents impliquant notamment Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice, et Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale. Pour le journal Le Maximum, la prestation médiatique polémique de l'autorité morale de l'AFDCA apparaît donc aux yeux de certains observateurs comme une réplique et un repositionnement politique. Elle semble davantage dirigée contre sa majorité politique et contre l'opposition au sujet de laquelle Modeste Bahati n'est pipe mot. Je vous remercie de votre présentation. C'est moi que vous remercie, Christian. Et nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis Brazzaville, grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.